votre confiance nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Tout d'abord, la deuxième session ordinaire de l'année 2014 consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2015 a été ouverte cette semaine à Conakry. La cérémonie a été marquée par un seul discours, celui du président de l'Assemblée nationale, accentué sur la crise économique et sanitaire que connaît le pays, des crises dont les conséquences influencent négativement les actions entreprises par le gouvernement pour la relance de l'économie guinéenne. Mania Kondé. Ce discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale a couronné tout d'abord les 4 ans de gestion économique du pays par le gouvernement de la Troisième République. Une gestion très encourageante au début avec l'exécution sans interruption du programme triennal de référence avec le FMI appuyé par la facilité élargie des crédits. Elle a permis à la Guinée d'attirer l'attention de la communauté internationale mais aussi des investisseurs et de relancer son économie dont le taux de croissance a atteint 4,5% en 2012 contre 4% en 2011 et 1,9% en 2010. Mais ce rythme a été interrompu en 2013 avec les mouvements sociopolitiques et le ralentissement brutal des activités des sociétés minières. La situation est maintenant aggravée par la fièvre hémorragique à virus Ebola dont le déficit budgétaire est estimé à plusieurs millions de dollars. Les statistiques du FMI estiment que la Guinée va perdre cette année entre 1,5% et 2% de croissance. Il est peu probable que cette tendance puisse s'inverser au cours de l'exercice budgétaire de 2015. À cette politique budgétaire restrictive va s'ajouter une politique monétaire encore plus rigoureuse que celle qui est actuellement en vigueur. Cela risque évidemment de ralentir la croissance économique du pays. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a été un autre aspect du discours du président de l'Assemblée. Claude Kori Kondiano a dénoncé la désinformation des populations par une main invisible constituée par des élites. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale a donc invité l'exécutif à prendre ses responsabilités. C'est le lieu pour moi d'attirer l'attention du pouvoir exécutif sur le fait que les fonctions de président de la République, de président de l'Assemblée nationale, de représentant du peuple et de ministre de la République sont des fonctions protégées par la loi. Pourquoi donc la justice reste-t-elle toujours indifférente dans notre pays face à la violation de la loi dans ce domaine et dans bien d'autres domaines encore, alors que dans tous les pays du monde, le procureur général est très vigilant et toujours prêt à intervenir dès que les institutions sont bafouées. Ici, il est inaudible, comme si la fonction était inexistante dans la hiérarchie judiciaire dans notre pays. Enfin, l'Assemblée nationale a exhorté le gouvernement à déposer les projets d'amendement des lois relatives à l'installation des institutions que sont la Cour constitutionnelle, la Haute autorité de la communication et l'Institution nationale indépendante des droits humains pour leur examen et adoption. Il faut rappeler, Mania Kondé, que pour le moment, aucune idée sur la proposition de budget faite par le gouvernement. Restons toujours à l'Assemblée pour dire que des réactions n'ont pas tardé du côté des députés après le discours du président de l'Assemblée. Si certains ont apprécié à sa juste valeur le contenu du discours de l'honorable Claude Kori Kondiano, il n'en est pas de même chez d'autres civils. Je n'ai pas les mêmes informations que lui, mais je ne pense pas qu'un député qui représente la population guinéenne au Parlement puisse susciter une violence quelconque à l'endroit de ceux qui viennent justement pour sensibiliser la population et les mobiliser dans la lutte contre la propagation de la maladie. Le président de l'Assemblée a fait un discours suffisamment clair et il a fait jouer à notre institution son rôle, qui est non seulement de légiférer, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Ça a été un discours qui a ramassé toute la situation nationale et internationale. Et pourvu que Dieu nous inspire, qu'on ait de bonnes idées pour pouvoir orienter l'économie, le politique, le social de notre pays. Je pense que c'était mieux de laisser le gouvernement
parler de la situation économique, parler des performances économiques du gouvernement. Je pense que ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale de nous parler de l'économie de la Guinée. Nous aurions pu peut-être écouter le ministre des Finances pour nous donner l'orientation budgétaire. Dans cette rétrospective également, le chef de la mission des Nations Unies pour réponse d'urgence d'Ebola a bouclé mercredi sa visite de travail de 48 heures. Il s'agissait pour Anthony Barbery et sa suite de s'inquérir de la situation de la fièvre Ebola dans le pays. L'expert onusien avait animé une conférence de presse avant son départ au siège des Nations Unies à Koleya. Au cours de la conférence, il a rappelé la nécessité d'agir rapidement contre le virus. Il a aussi rassuré l'engagement de son département à appuyer les efforts nationaux de lutte contre le virus. Cette conférence de presse avec les hommes de médias vise à restituer l'impression de l'expert onusien après sa visite de terrain sur la situation de la fièvre Ebola en Guinée. Selon lui, la situation est grave, la crise est complète et elle requiert une réponse immédiate, assure le chef de la mission des Nations Unies pour la riposte d'urgence à Ebola. Anthony Banbury estime qu'il faut agir plus rapidement que l'extension de l'épidémie pour ainsi arriver à la maîtriser. C'est évident que la situation est très grave ici, très grave ici. C'est vraiment une crise et c'est pas seulement une crise santé, c'est une crise complexe, c'est-à-dire l'impact de cette crise est dans plusieurs secteurs de la société, mais on a toujours la possibilité d'arrêter cette crise, de terminer Ebola ici à Conakry et partout dans le pays. Mais il faut agir et il faut agir rapidement. Tous les acteurs qui sont sur le champ de cette bataille, surtout le gouvernement du pays, mais avec tous ses partenaires. À en croire l'expert onusien, des réponses appropriées et multidimensionnelles sont en train d'être étudiées par le système des Nations Unies pour appuyer les 3 pays touchés par l'épidémie. Mais l'appui de l'organisation interviendra selon les orientations de chaque gouvernement. C'est le gouvernement, c'est un gouvernement souverain qui décide lui-même ce que va se passer dans le pays. Les Nations Unies, Amir, ne vient pas pour dire on doit faire ça, on doit faire ça. Nous sommes ici pour rendre assistance selon la direction du président, de ses ministres, pour l'OMS, pour régler toutes ces questions. Je sais que l'OMS et des companies, les entreprises, les sociétés pharmaceutiques. À ce jour, des vaccins en expérimentation contre Ebola sont annoncés par l'OMS, des vaccins qui devront être disponibles en 2015. Mais le chef de la mission de la délégation des Nations Unies indique que la préoccupation majeure pour l'heure reste l'identification des cas de maladies, isoler et prendre en charge les malades de la fièvre et suivre les contacts. L'information, c'est aussi une équipe d'enquêteurs qui a été expulsée récemment à Oumé. Elle était allée enquêter sur les violences du 16 septembre dernier ayant causé la mort de 8 personnes. Les enquêteurs ont été soumis à un interrogatoire. Leurs équipements ont été aussi confisqués par les militaires. Une situation condamnée avec la dernière énergie par Avocats sans frontières, une ONG de défense des droits de l'homme qui dirigeait la mission. Pour plus de précision. Ces enquêteurs étaient composés d'avocats, de journalistes, d'huissiers et de responsables de la société civile. Samedi, ils ont été expulsés de Omé par l'armée alors qu'ils étaient allés enquêter sur les violences qui se sont produites le 16 septembre dernier dans cette localité. Nous avons écrit au ministre des droits de l'homme pour lui dire que nous nous rendons à Omé pour cette investigation. Nous avons arrivé sur les lieux. Nous avons rencontré, l'équipe a rencontré monsieur le gouverneur qui a aussi visé l'ordre des missions
L'équipe a rencontré aussi le préfet, le procureur de la République des Érécoré. Donc l'équipe s'est rendue à Oumé. À l'entrée de Oumé, l'équipe a rencontré un capitaine de la gendarmerie. Il a visé l'ordre de mission. Il a fait comprendre à l'équipe qu'il serait le commandant de toutes les unités qui se trouvent présentement à Oumé. Lorsque l'équipe quittait cette fosse où les corps ont été retrouvés pour le centre-ville, c'est là où elle a rencontré un contingent impressionnant de militaires et de gendarmes qui les a interpellés. Identité vérifiée, les ordres de mission vérifiés. Ils ont dit non, qu'ils n'obéissaient pas aux instructions du gendarme, du capitaine qui nous a autorisés à rentrer dans la ville pour faire le travail. Soumis à un interrogatoire musclé, les équipements de travail des enquêteurs ont aussi été confisqués, explique le porte-parole de l'ONG Avocats sans frontières. Ils ont appelé un colonel à Zérékouré. D'après eux, ce colonel leur a donné des instructions de les entendre sur procès verbal, mais aussi de retirer tout le matériel de reportage des journalistes, les téléphones, retirer les cartes mémoire, toutes les injures que vous pouvez imaginer, toutes les grossièretés que vous pouvez imaginer, toutes les menaces que vous pouvez imaginer. Alors, le gouverneur a été appelé pour lui dire que l'équipe a des difficultés. Le gouverneur a dit non, si l'équipe a des difficultés, vraiment, il ne peut rien, il est désolé. C'est le maître Faya Gabriel Kamano. Plus personne ne vit à Oumé. Aucun civil n'est à Oumé. Ça, nous sommes formels là-dessus. Aucun civil n'est à Oumé à ce jour. Nous pensons que, conformément à l'article 9 de la Constitution, les gens ne peuvent être arrêtés, détenus et condamnés que dans les formes prévues par la loi. L'ONG Femmes Leaders pour la formation et l'emploi a animé mercredi une conférence de presse à la maison commune des journalistes. Elle portait sur l'apport que l'ONG fait pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit actuellement en Guinée. Idiatou Diallo nous fait le point. Lutter contre la stigmatisation des enfants orphelins d'Ebola, les assister moralement et financièrement pour la rentrée scolaire 2014 sont là quelques objectifs que vise cette ONG. La présidente de l'ONG, Femmes Leaders pour la formation et l'emploi des femmes, estime que c'est la seule manière de lutter contre ce virus maudit. Elle compte apporter une solution fiable pour aider ces enfants orphelins d'Ebola. En tant que mère, nous avons réfléchi réellement que Ebola a causé des dégâts dans les familles qui sont déjà décédées et les enfants vivent malheureusement. Donc, en cela, nous avons dit, parce qu'on a un autre objectif spécifique, numéro 8, qui le dit, en tant que femme leader, de venir en aide aux enfants démunis ou en situation de détresse. Donc, ces enfants-là sont dans une situation actuellement qu'il faut réellement qu'on vienne au secours. Raison pour laquelle nous avons initié un projet de caravane. Nous allons passer pour le recueillement des dons afin de venir en aide aux enfants. Parce que bientôt la rentrée scolaire 2014-2015. Pour combattre cette épidémie, l'ONG a réalisé un projet d'une valeur de près de 600 millions de francs guinéens. Ce projet couvrira les villes de Conakry, Guékédou et Massanta. Elle compte également fournir aux enfants orphelins d'Ebola des fournitures scolaires. La présidente lance un appel aux autorités. Je m'en vais dire à toute personne de bonne volonté, aux autorités, de nous venir en aide. De nous venir en aide pour que ces enfants quittent désormais leur situation actuelle. Selon les membres de l'ONG, 602 enfants seraient orphelins d'Ebola en Guinée depuis l'apparition du virus. L'ONG affirme aller jusqu'au bout pour lutter contre la stigmatisation de ces enfants. L'hôpital national d'Onka, le plus grand CHU du pays, fait aujourd'hui l'objet d'une méfiance hors pair. L'hôpital est peu fréquenté à cause d'Ebola. Des citoyens de Conakry accusent les médecins et serait une source potentielle de propagation du virus Ebola dans le pays. Salimoti Diallo. Depuis l'installation du centre d'isolement des malades d'Ebola, l'ambiance est morose ici à l'hôpital d'Onka. La plupart des citoyens ont la peur au ventre et n'ont plus le courage de se rendre dans cet hôpital qui pourtant est le plus grand CHU du pays. Cette maladie continue de faire des victimes tant du côté de la population que celui du corps médical.
Selon les dernières statistiques, 71 médecins ont été infectés par le virus Ebola, dont 36 morts. Je dis que même si quelqu'un meurt d'un accident de voiture, il faut aller. Si vous dites c'est l'Ebola, tout de suite comme ça, c'est pas ça pour carrière, vous créez la panique. Non, il faut que nos partenaires aussi nous aident, qu'ils disent on vient simplement protéger le cadavre parce que le président nous a demandé que quelle soit la cause de la mort, on vient se sensibiliser, on vient sécuriser. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on soit un peu psychologue. Une psychose totale s'est installée au sein de la population. Le nom d'Onka est devenu synonyme d'Ebola en Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des citoyens ont peur de se rendre dans cet hôpital. À l'heure actuelle, on ne peut pas se rendre à Donka parce que même si c'est le palu que tu as, les médecins diront que tu as Ebola. Dès que tu rentres dans cet hôpital, tu meurs. Ces citoyens demandent alors l'aide du gouvernement et affirment ne pas avoir les moyens de se rendre dans les cliniques et leur seul recours reste les hôpitaux publics. À cause d'Ebola, je ne vais plus vacciner mes enfants. Alors dites au gouvernement que nous souffrons beaucoup et nous ne comptons que sur les hôpitaux publics. Alors que là-bas aussi, quand nous envoyons nos enfants, ils vont les injecter et nous ne verrons même pas leur cadavre. La population a besoin d'une large communication sur la situation de l'épidémie d'Ebola, une communication pourtant quasi absente ces derniers temps. Dans le cadre de l'appui du gouvernement dans la lutte contre le virus Ebola, la ministre de l'Agriculture a entamé cette semaine sa tournée de sensibilisation et d'information des citoyens de quelques quartiers de la commune de Dixine. Durant 3 jours, Jacqueline Marthe Sultan a expliqué les comportements adoptés face à Ebola et distribué des kits sanitaires. Aguira Touba nous fait le point. Lorsque la cité est envahie par un ennemi, nul ne peut rester indifférent et s'estimer à l'abri de toute agression. Le virus Ebola, ennemi commun de toute la nation, qu'il faut démystifier et éradiquer à travers les sensibilisations et le respect des mesures d'hygiène, d'où le démarrage des journées d'information mercredi dans la commune de Dixine par le département de l'agriculture, une zone de grande mobilisation humaine à cause entre autres de ses nombreux ports de pêche. Première étape du marathon, la rencontre avec le jeune club sportif au stade du 28 septembre. Vous, la jeunesse de ce pays, vous êtes concernés en premier lieu parce que vous êtes les élèves, parce que vous côtoyez vos amis, vous devez être au fait des mesures d'hygiène élémentaires. Ebola, c'est grave. Ebola peut tuer, mais on peut guérir d'Ebola, mais surtout, on peut éviter Ebola. On évite Ebola par des gestes simples, de l'eau, du savon. On ne se touche pas, on lave les mains. Vous êtes des sportifs. Vous ne pouvez pas éviter de ne pas vous toucher, n'est-ce pas? Mais essayez d'éviter de toucher qui vous ne connaissez pas. Un message relayé aux citoyens des quartiers Kamayenne et des ports de pêche de l'Andrea et de Dixine Port 3. Des hommes et des femmes bien déterminés à prendre le taureau par les cornes. Des gens sont venus nous dire de laver nos mains à l'eau de chlore. Ils nous ont donné le chlore et du savon que nous utilisons avant de manger ou après les toilettes. Depuis que nous sommes nés, c'est la première fois que la Guinée n'est pas allée à la Mecque. Nous les femmes, soyons propres, aidons les autorités à sortir Ebola du pays en utilisant du savon et en veillant sur les enfants. À tous les endroits visités, des cartons de savon et des solutions de chlore ont été remis aux populations. Un geste pour renforcer les dispositifs déjà en place et rassurer les uns et les autres que le virus Ebola n'est pas une fatalité. Ensemble, nous vaincrons Ebola. Ensemble, nous vaincrons Ebola. Au cours de cette journée de sensibilisation sur le virus Ebola, la ministre de l'Agriculture et sa suite ont rendu visite à la famille de feu Dr Isiage Camara. Ce médecin fut parmi les premiers à perdre la vie suite à ce virus. Suivez.
Je suis vraiment contente que les autorités soient venues me voir. J'ai compris que le sort de mon mari les intéresse et que je ne suis pas seule. C'est important de montrer la solidarité de toute la nation vis-à-vis des victimes d'Ebola et de leurs familles. Parce que ceux-là qui sont partis, qui nous ont quittés, et surtout dans l'exercice de leurs fonctions, c'est quelque chose d'important à souligner, à ne pas oublier. Ce médecin a perdu la vie en essayant de sauver d'autres vies. Et il est important que nous venions témoigner de la solidarité avec la famille du défunt médecin. C'est une profession qui aura payé un lourd tribut à cette épidémie et surtout éviter que ces familles ne soient stigmatisées, qu'elles puissent continuer à vivre normalement. Autre fait ayant marqué la semaine des événements était au cœur d'un atelier préparatoire jeudi. Il s'agissait du Salon guinéen de l'emploi en France, Talent Guinée 2014 et le Forum des directeurs des ressources humaines qui devrait se tenir les mois à venir, accompagné par le ministre de l'Emploi, du Travail, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Il était question de mettre en valeur des compétences guinéennes ici et d'ailleurs. Sarah Nkaba. La mobilisation des jeunes diplômés et travailleurs expérimentés au bénéfice de leur pays d'origine reste aujourd'hui un enjeu majeur de la politique de co-développement. Forte de la réussite acquise lors de la première édition du Salon guinéen de l'emploi en France, l'Association des jeunes guinéens de France souhaite renouveler l'expérience en organisant les 28 et 29 novembre à Paris la deuxième édition du Forum Talent Guinée 2014. On a organisé le premier forum de l'emploi qui a été une réussite. Donc c'est ce qui nous a motivés à organiser la deuxième édition, pourquoi pas la troisième, et faire venir toute la diaspora pour ne plus faire appel à d'autres compétences, mais plutôt aux ressources humaines guinéennes résidant à l'étranger. Véritable lieu d'échange entre les entreprises évoluant en Guinée, les jeunes diplômés et cadres expérimentés, cet exercice s'inscrit dans le cadre de faire rentrer des Guinéens formés en Europe dans leur pays d'origine. Cet événement majeur nous permettra d'être accompagnés par les entreprises de la Guinée, aller vers la diaspora guinéenne qui souhaiterait rentrer en Guinée et contribuer au développement de ce pays. Nous sommes très confiants dans la mesure où la salle était pleine. Donc les entreprises ont très bien répondu à l'invitation et par rapport aux préoccupations qu'elles ont déclinées, on a compris qu'ils sont intéressés et je pense que ce sera encore un succès. Pour créer des conditions favorables à un emploi décent et durable pour les demandeurs, la GIP compte œuvrer pour la réussite de ces événements. Les bonnes initiatives, nous les accompagnons pour faire en sorte que les Guinéens partout où ils se trouvent bénéficient ou aient l'occasion de rencontrer des entreprises pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des chercheurs d'emploi. Au regard d'autres organisateurs de forums en France, l'AGGF n'envisage pas tirer profit. L'AGGF n'envisage pas tirer profit de cette prestation. À travers ce forum, elle s'investit bénévolement pour permettre aux acteurs économiques opérant en Guinée de rencontrer les meilleurs candidats en termes de compétences et assurer une meilleure insertion des jeunes Guinéens soucieux de revenir au bercail. Cérémonie de prestation du serment mercredi du nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry. C'était au tribunal de première instance de Kaloum, une cérémonie au cours de laquelle le parquet a rappelé à Kamine Doumbouya les dispositions qu'exige le code foncier guinéen dans la gestion des conflits domaniaux. L'ancien Traoré. Décret, article 1er. Les cadres dont les pronoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conservateur foncier de la ville de Conakry, M. Kamine Doumbouya, précédemment en service à la conservation foncière de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 septembre 2014. Professeur Alpha Condé. C'est par ce décret que la cérémonie de prestation du serment du nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry a débuté. Une nomination qui vise à améliorer le fonctionnement de ses services. Pourtant, cette nouvelle fonction a des exigences que le procureur de la République près du TPI de Kaloum a tenu à rappeler. Le conservateur ne peut rejeter la demande
ni retarder l'exécution d'une formalité régulière requise, ni enfin refuser la délivrance de copies de titres fonciers et de certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts. Article 215. Après rectification d'erreurs matérielles, dans le cas où par suite d'irrégularité de la demande ou de l'insuffisance des titres, le conservateur refuse l'inscription d'un immeuble ou l'inscription d'un droit réel en exécution des articles 172 et 173, sa décision est susceptible de recours devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix de l'arrondissement judiciaire. Installé dans ses nouvelles fonctions, le tout nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry est revenu sur ses priorités. Ma première priorité, penser d'abord à la formation des cadres de mon service, de l'extension des archives et ensuite maintenant refaire la salle de formation. La conservation foncière est chargée de garantir la propriété des individus, des personnes. La nomination d'un nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry devrait faciliter la gestion et le règlement des conflits domaniaux dans la capitale. L'humanité a célébré vendredi la 14e journée internationale de la peine de mort. Le thème retenu pour cette année était Journée mondiale contre la peine de mort. Le but visé était d'abolir complètement la peine de mort en Guinée. Elle a été organisée par l'ONG Même Droit pour tous. Au cours de la conférence de presse qu'elle a animée vendredi, l'ONG a rendu publique une déclaration qui a mis en exergue la situation de cette peine de mort. Le point avec Aminata Youssouf Keita. Peine de mort ou peine capitale, c'est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. Cette peine de mort a été célébrée ce vendredi en Guinée par l'ONG Même Droit pour tous. L'État autorise la mort d'un de ses concitoyens. C'est même contraire au principe du fonctionnement de l'État. L'État doit protéger les citoyens. Il y a des gens qui peuvent changer dans la prison et qui peuvent redevenir des citoyens normaux. C'est pourquoi il faut donner toujours la chance aux criminels de refaire sa vie, de revoir un peu ce qui a manqué. La Guinée, à l'instar de la France, qui a aboli la peine de mort depuis 1981, fournit de gros efforts dans ce sens, car il reste toutefois entendu que depuis 2002, la Guinée n'a pas encore exécuté un seul condamné à mort. Depuis 2002, toutes les personnes qui avaient été condamnées à mort n'ont pas encore été exécutées. Ces personnes sont en train de purger leur peine, principalement dans la prison de haute sécurité de Kindia, et il y en a d'autres ici à la maison centrale de Conakry, mais aussi à Zélikoré. Mais que dit la religion concernant cette peine de mort qu'on afflige à un coupable? Nous sommes régis par des lois. En principe, c'est la séparation du religieux et de l'État. La religion ne doit pas s'intéresser, les religieux ne doivent pas s'intéresser à la politique, la marche de l'État. Peuvent, le cas échéant, émettre leurs idées, mais ces idées, encore faut-il que ces idées soient compatibles avec les principes républicains. Mais on ne peut pas nous demander de revenir, d'aller à la charia, et si on le fait, ça veut dire qu'on porte même atteinte à l'existence de la République en tant que nation. S'il est reconnu que les personnes souffrant d'une déficience mentale ne sont pas punies pour le mal commis et que la peine de mort n'a jamais résolu les problèmes pour lesquels des coupables ont été condamnés, ne serait-il pas mieux de l'abolir complètement? En tout cas, l'espoir est permis pour l'horizon 2015 en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.